Des questions qui nous habitent, mais nous n'avons pas de réponse. Parce que jusque-là, l'enlèvement n'a pas été revendiqué. À la Bourse du Travail, on dénonce une forme de commerce sur les otages. Dans le nord et le centre du pays, ce sont les agents de l'État et les employés des ONG qui sont les principales cibles des terroristes. Le syndicat des administrateurs civils dénombre une dizaine d'enlèvements de fonctionnaires. Le préfet Idrissa Sanogo et le sous-préfet Ali Cissé sont toujours privés de liberté depuis plus d'un an. Quand M. Idrissa Sanogo a été enlevé le 2 mai, dans la soirée, on nous a appelés pour nous demander 20 millions en échange de sa libération. Le gouvernement n'a pas consenti à les payer. Ainsi, ils l'ont amené. Actuellement, nous avons envoyé des émissaires qui sont en contact avec leurs ravisseurs. Pour le moment, on ne nous a pas demandé de l'argent, mais nous savons que tôt ou tard, il y aura question d'échange avec des prisonniers. Pour les otages nationaux, la plupart des négociations sont réalisées dans le secret au niveau local, par l'entremise de chefferies traditionnelles ou de dignitaires religieux. L'État délègue, l'État met en mission des notabilités de ces communautés-là pour que ces dernières puissent faire les négociations, j'ai envie de dire, indirectement à la place de l'État. Donc, il n'y a pas de contact direct avec les djihadistes, avec les preneurs d'otages, sauf dans les cas des Occidentaux où l'État essaie de jouer un rôle un peu plus important. Mais au niveau des nationaux, on a une sorte d'omerta sur le rôle de l'État et cette omerta, pour moi, est liée à une inaction, tout simplement. Au Mali et dans le reste des pays du Sahel, on comptabilise près d'une centaine de civils en captivité, aux mains de groupes terroristes ou de milices communautaires. Au Gabon, le lieutenant Kelly Ondo Obiang et 2 membres de la garde républicaine ont écopé de 15 ans de prison ferme pour la tentative de coup d'État manqué de janvier 2019. Ils écopent également de 31 millions de francs CFA d'amende et une radiation de l'armée. Ils avaient pris le contrôle, je le rappelle, de Radio Gabon pour annoncer que l'armée avait pris le pouvoir. Les avocats des prévenus annoncent déjà des pourvois en cassation. En Algérie, le principal parti islamiste, le MSP, le mouvement de la Société de la Paix, annonce qu'il ne participera pas au nouveau gouvernement, faute de ne pas avoir obtenu satisfaction sur certaines de ses revendications, notamment sur la nomination de ses ministres. Direction à présent le premier fournisseur de cannabis au monde, le Maroc. Les députés ont autorisé il y a un mois son usage thérapeutique, une manne financière sans précédent pour le royaume dans un marché mondial en plein essor. Mais qui en profitera? Le kiff, l'avenir du RIF, c'est le grand format de la semaine. Il est signé Maud Ninov. Voilà Chef Chawen. Mohamed est cultivateur de cannabis près de la petite ville la plus touristique du RIF marocain. La maison est là-bas, derrière. Une maison cachée à l'abri des regards. Mohamed, comme tous ses voisins, vit dans la peur, car tout le village cultive du cannabis à usage récréatif, interdit au Maroc. Bien sûr qu'on veut que ça change. Au village, tout le monde souffre. Dans cette région de Chef Chawen, les gens survivent. Le cannabis ferait vivre près de 800 000 personnes dans la région. Le Maroc a longtemps brouillé les pistes sur ce sujet. Officiellement, Rabat refusait de changer la loi. Officieusement, les autorités toléraient cette culture. Aujourd'hui, l'État veut encadrer sa production en autorisant un usage thérapeutique du cannabis. Mohamed s'en réjouit, il ne vivra plus en paria. Il veut aussi que ce nouvel or vert profite d'abord à sa région. Pour commencer, il faut des écoles, des centres de formation, du développement de toute l'agriculture. D'autant qu'il connaît bien sa botanique. Aujourd'hui, il utilise certains plants pour son commerce illégal. Demain, c'est toute la plante qui pourrait servir à l'industrie et pas seulement pharmaceutique. Pour eux, ça se jette, alors que pour l'industrie cosmétique, l'agroalimentaire et le médicinal, donc dans une plante de cannabis, tout cela, mâle ou femelle, ça devrait être utilisé. Donc la tige, la feuille, la sommité florale. L'usage licite du cannabis pourrait rapporter des milliards de dollars au Maroc. Mais seuls les cultivateurs sous contrat avec des industriels pourraient travailler. Pour Mohamed et Jaber, pas question de devenir de simples ouvriers agricoles pour laboratoires pharmaceutiques. Jaber attend cette loi depuis des années. Demain, il plantera enfin du cannabis dans les hectares qui entourent son auberge. Il a toujours refusé de participer au trafic qui nuisait à l'image de ce terroir.
Je n'ai jamais cultivé le cannabis parce que faire du cannabis pour faire des produits psychotropes ou pour faire des drogues, c'est une bêtise. Quand vous allez à Amsterdam, où le Marocain est à la une. C'est une mauvaise publicité pour cet aubergiste, alors qu'il suffirait de proposer des produits dérivés, déjà vendeurs, comme du miel arrangé et de l'huile aromatisée. Le cannabis deviendrait un label de qualité. C'est une façon de valoriser un produit national, une marque. Et c'est aux industries pharmaceutiques marocaines de faire l'effort, d'avancer avec ces populations. 2 jours plus tard, Jaber assiste à un événement historique, le premier congrès marocain sur les usages licites du cannabis. Chercheurs universitaires, laboratoires pharmaceutiques, investisseurs, ils sont tous là. Et Jaber tente de convaincre que les cultivateurs peuvent devenir de sérieux partenaires d'affaires. Il y a un gros potentiel pour le cannabis. Lorsque vous avez l'eau Shawan, il faut la mettre en valeur. De l'eau au CBD, par exemple. Le CBD, cette molécule qui réduirait l'anxiété, est déjà un marché porteur à l'étranger. Les cultivateurs du Rif sont prêts à trouver de nouveaux débouchés. Le message, c'est vous n'allez pas venir nous aider. Vous allez venir participer au développement d'un territoire. C'est-à-dire que tout ce qui tournait autour du cannabis était mauvais, des trafiquants, bandits. Mais on oublie l'élément principal, l'humain, l'agriculteur. Et si les industriels devenaient finalement des alliés? Absolument. Et en plus... Mia Larlou est directrice du premier laboratoire pharmaceutique marocain. Le Rif n'a jamais été une option de développement. Mais des préjugés viennent de tomber. Elle a pris le temps la veille de visiter la ferme d'un cultivateur. On s'imagine qu'on va arriver chez Al Capone ou que sais-je. Et en fait, on a découvert non seulement une population complètement apaisée, et c'est des agriculteurs. C'est des agriculteurs, il se trouve que c'est du cannabis, ça pourrait être de la pomme de terre. Ce sont avant tout des agriculteurs. Alors aujourd'hui, nos usines sont basées à Casablanca, mais pour un projet comme ça, notre usine, elle sera dans le nord du Maroc. Tout reste à construire. La loi sur l'usage licite du cannabis vient d'être votée, mais aucun décret d'application n'en précise les détails. Qui peut produire, sur quelle surface, à quelles conditions? Pour la première fois, les habitants du Rif s'invitent aussi dans le débat politique, avec une coordination invitée récemment au Parlement. Premièrement, nous voulons savoir les zones de plantation du cannabis. Ça, c'est pour nous, c'est une question essentielle. La deuxième question essentielle, c'est le prix de référence. Pour nous, le prix de référence reste quelque chose de déterminant pour la réussite du projet. Ils réclament aussi l'amnistie de tous les producteurs recherchés, seul moyen pour eux de faire table rase du passé.